Bonsoir, nous allons commencer. Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, donc, deuxième rencontre de ce cycle de débat manège sur le thème du paysage, autour du paysage comme variation artistique. Et la semaine dernière, nous recevions 3 intervenants, Jean-Christophe Bailly, François Dérault et Sylvain Lison, pour nous parler du paysage et de la photographie. Ce soir, de nouveaux intervenants, Karine Bonneval, artiste, Karen Houle, qui est poète et philosophe, et Gilles Clément, qui est paysagiste et théoricien, et avec une modération qui sera assurée par Lorraine Werner, qui est historienne de l'art. Nous aurons ensuite 2 nouvelles séances, une la semaine prochaine, une sur le paysage urbain, en présence de Katia Gagnard, qui représentera l'artiste Étienne Boulanger, Anne Coquelin, et une modération assurée par Manola Antonioli et Vincent Jacques. Et ensuite une dernière séance le 6 décembre avec Bessie Parvianen, Roberto Barbanti, qui est théoricien, et Emeline Eudes. Voilà, donc je voulais remercier les intervenants de ce soir d'avoir accepté notre invitation à participer à cette rencontre. Remercier également le groupe de travail, c'est-à-dire les institutions, mais aussi les personnes qui ont permis la construction de ce débat, c'est-à-dire le laboratoire d'excellence H2H et le LEAV, le laboratoire de recherche de l'école d'architecture de Versailles, et aussi Manola Antonioli en particulier, Vincent Jacques, également Alain Milon, Lorraine Werner qui a participé grandement au groupe de travail, Federico Nicolao. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Ensuite, vous serez accueillis pour un petit verre qui aura lieu dans la salle tout au bout de l'auditorium, à l'arrière de l'auditorium. Et puis, dernière chose, le Centre d'art contemporain de l'école d'architecture présente jusqu'au 15 décembre une exposition de Vincent Mauger. Et je vous propose, si vous le souhaitez, à l'occasion du petit pot qui aura lieu à l'issue du débat, de visiter l'exposition. Le centre d'art n'est pas ouvert, mais il peut être ouvert à la demande, donc n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers l'équipe du Centre d'art contemporain pour voir l'exposition, qui est une exposition qui lui tient particulièrement à cœur. Voilà, je vous laisse passer une belle soirée. Le deal aujourd'hui, c'est d'avoir 1h30, 2 heures de débat, à peu près 20 à 30 minutes d'intervention pour chacun des invités, pour une présentation de son travail personnel et ensuite un débat avec le public. Je laisse la parole à Lorraine. Bonsoir, je remercie les remerciements. Je remercie d'abord la maréchalerie, évidemment, d'avoir permis l'organisation de ce cycle de débat manège. Je remercie aussi l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles de nous accueillir aussi au sein de cet auditorium. Je suis aussi extrêmement heureuse d'accueillir donc nos 3 intervenants de ce soir qui chacun, à leur manière, développera un questionnement sur la thématique du paysage végétal. C'est un intitulé, donc l'intitulé même de ce débat, paysage végétal, nous interroge. La première question qu'on pourrait poser est qu'est-ce qu'un paysage végétal? Quelle en est sa spécificité? Pourquoi cette alliance du paysage et du végétal? Comment intervient la végétation dans le paysage? Quel est son rôle dans la question paysagère? Qu'apprenons-nous lorsque nous procédons à l'analyse du paysage par la végétation? Face à une production industrielle et des monocultures intensives, ainsi qu'une exploitation irréfléchie des ressources naturelles, comment imaginer un paysage végétal au-delà de notre incessant désir de maîtriser et d'exploiter? Quel rôle le végétal pourrait-il jouer dans un paysage qui intégrerait non pas seulement des préoccupations esthétiques, mais également des considérations écologiques et de biodiversité, des questions économiques, politiques et éthiques. Le paysage végétal, vous le voyez, est à la croisée de champs divers, d'enjeux aussi divers, et nous verrons ce soir, grâce à nos intervenants, des approches diverses de la problématique. La première intervention, donc, ce sera donc, Karine,
Karine Bonneval, donc l'artiste Karine Bonneval, qui interviendra. Ensuite suivra Gilles Clément et Karen Houle terminera donc les débats. Je vais présenter, j'ai décidé de présenter tout de suite brièvement les trois intervenants, comme cela vous les connaîtrez déjà un peu. Donc, et s'il y a pendant chacun des débats désir d'intervenir et donc de débattre déjà pendant les interventions de chacun, comme ça vous pourrez situer chacun des chercheurs, artistes présents ici ce soir. Donc d'abord Karine Bonneval, donc c'est une artiste, on l'a dit, qui a fait un cursus à l'école donc des Beaux-Arts d'Angoulême et à l'École nationale des arts décoratifs de Strasbourg. Elle s'est installée à Paris, puis en région Centre depuis 2 ans. Donc, et elle expose régulièrement à la galerie parisienne Martine et Thibault de la Châtre. Elle a un intérêt, Karine, pour les sciences humaines, les sciences naturelles plutôt, la botanique, l'entomologie. Et donc cet intérêt pour les sciences naturelles, et on le sent depuis les tout débuts, présent dans sa démarche artistique. Et on peut dire aussi qu'elle a nourri de diverses façons cet intérêt, d'abord par ses visites depuis assez tôt, presque dans l'enfance, on pourrait dire, des visites au Muséum de La Rochelle. Ensuite, pendant ses études et formations artistiques, elle a poursuivi au Muséum d'Histoire naturelle de Strasbourg. Elle a donc aussi s'est beaucoup intéressée à l'observation des insectes, en en faisant même une collection. Elle a aussi fait l'analyse donc de travaux d'éthologie. Ça a été intéressant parce qu'elle a commencé dans cette analyse à créer des correspondances entre apparence, morphologie, comportement animal et l'homme. Donc on peut dire aussi que c'est ce goût pour les sciences naturelles qui l'ont amené à s'intéresser à des personnages réels. Donc des botanistes et on peut dire des acclimateurs de plantes. Alors, elle a fait une installation, Karine Bonneval, en janvier dernier à la Maréchalerie. Plusieurs d'entre vous ont pu la voir, où elle expérimentait un agencement du végétal et de l'artificiel. Une installation dont on nous parlera ce soir, une installation de plantes qu'elle nomme phyloplastie. Ce sont donc des plantes augmentées d'ajouts cosmétiques et ornementaux dans un environnement particulier avec des parfums naturels et synthétiques. Elle présentait aussi des films ou des extraits de films qu'elle dit des films botanistes ou botaniques, donc acclimatation dont on nous parlera ce soir, donc, et des extraits d'Émile Bonpland, donc de 2011. Pas Émile Bonpland, mais d'autres films. D'autres films. Donc voilà, donc on pourra en reparler ce soir de d'autres aussi films botaniques sur lesquels elle travaille actuellement. Donc les œuvres dans cette exposition mettaient en relief diverses problématiques liées à la nature, une nature qui est manipulée, maîtrisée aussi par l'homme, des plantes colonisées, domestiquées, trafiquées, ornementées, anthropomorphisées. Tout ça était présent dans son travail, aussi dans son installation, aussi bien dans son installation que dans son film Acclimatation. Il y a aussi le lieu de la serre botanique qui est présent, omniprésent dans son travail, aussi comme lieu, on peut dire, de mainmise sur la nature et un lieu d'acclimatation. On va y revenir à ce concept d'acclimatation qui va lui permettre d'interroger la précarité, la classification de la végétation, ou l'exotisme, on peut dire la banalité des plantes, vont être une question de point de vue ou de contexte. Je terminerai en disant que l'ortus conclusus de l'installation en forme de serre de Karine Bonneval, présentée donc à la Maréchalerie, nous amenait à questionner le vivant et à nous questionner sur le vivant et sur les relations que nous entretenons donc, avec lui. Deuxième intervention, donc M. Gilles Clément, paysagiste et jardinier, botaniste et entomologiste qui enseigne à l'École nationale supérieure du paysage à Versailles.
Donc il a été l'an dernier titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France. Et d'ailleurs, la leçon inaugurale donc, a été publiée du Fayard et Collège de France. Donc, moment important, belle leçon donc, au collège. Il a été aussi au cœur d'un cycle de conférences donc, au Centre Georges Pompidou, Le Monde selon Gilles Clément, en 2010-2011. Sa pensée et sa pratique ont été primordiales dans le développement d'une approche haute du jardin et du paysage qu'il a mis en relief donc, dans plusieurs axes de réflexion et de travail tels que jardin en mouvement, jardin planétaire, avec une exposition majeure en 1999-2000 dans la grande halle de la Villette. Autre notion importante, donc le tiers-paysage. Le tiers-paysage qui contient un fragment indécidé du jardin planétaire, mais qui est intéressant, et on va y revenir ce soir, qui contient aussi un devenir potentiel, à la fois fragment et aussi paysage global en devenir. L'apport de Gilles Clément est extrêmement important pour plusieurs artistes, dont je pense à Michel Blasi entre autres, mais à plusieurs autres artistes. Il a réalisé évidemment plusieurs jardins, parcs. Je citerai donc une partie du parc André Citroën à Paris, ceux de l'Arche de la Défense, le musée du Quai Branly, etc. Il se consacre, M. Clément, aussi à des jardins de résistance qu'il utilise. Je pense à la Biennale d'art, celui à la Biennale d'art contemporain de Melle, qui en est un exemple, aussi les dessins qui avaient été présentés lors de cette biennale. Dernière chose peut-être, on peut dire que M. Clément est très conscient du lien entre l'état écologique de la planète et le projet de paysage. Son attitude, on peut dire, est économe. Au sein du jardin planétaire. Donc je cite une phrase qui revient constamment dans ses écrits: comment faire le plus possible avec l'énergie de la nature et le moins possible contre. Alors il encourage, on peut dire, la fabrication de ce qui a été appelé paysage du désendettement, donc on pourrait y revenir, qui est basé sur un souci de non-dépense et qui montre donc un lien entre le paysage et l'économie. Une économie qui serait une économie autre, donc à définir. Éco vient de oikos, qui signifie maison, les activités domestiques, et nomie de nomos, règles de gestion, donc quelque chose qui serait de l'ordre de l'organisation de la maison. Donc une économiste qui prendrait soin et qui valoriserait le vivant. Je terminerai donc en disant qu'il est défenseur aussi d'une écologie humaniste à l'échelle mondiale. Gilles Clément s'en remet à la sagesse du jardinier, pour reprendre donc, le titre d'un de ses livres, on pourrait dire à la sagesse du jardinier planétaire. Plusieurs livres que j'ai apportés, quelques-uns de ma bibliothèque, donc vous pourrez regarder. Donc, Éloge des vagabondes, extrêmement important. Toujours la vie invente, donc nos étudiants ont travaillé sur le manifeste aussi du tiers-paysage qui est en copyleft aussi sur votre site. Je pense à un magnifique ouvrage Où en est l'herbe, aussi cette collaboration avec Alessandro Rocca, donc Gilles Clément, 9 jardins, approche du jardin planétaire. Bon, parmi les ouvrages en lien avec les artistes, j'ai pensé à Edith Roux parce qu'elle avait aussi participé à notre groupe de recherche Art et Philosophie dans votre texte pour son projet Euroland. Évidemment aussi cet entretien avec Gilles Tiberghien, donc dans la vallée, biodiversité, art et paysage, extrêmement riche aussi, sur lequel on doit revenir. Pour terminer, donc maintenant, Karen Houle, qui me fait aussi plaisir d'accueillir. Excusez-moi, j'espère peut-être, j'aurais peut-être un filet de voix un peu malade. Voilà. Donc elle enseigne à l'université Guelph au Canada. Elle enseigne la philosophie. Donc Karen est aussi poète. Elle a écrit de nombreux articles sur les penseurs Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Spinoza, Jacques Derrida, Le Cyril Garay.
Elle a dirigé une anthologie comparant la pensée de Hegel et de Deleuze, qui paraîtra dans un mois, je crois, donc à la maison d'édition Northwest Press à Chicago. Karen s'intéresse à la philosophie sociale et politique, à la philosophie des sciences, à l'écologie, à l'éthique. Donc, elle a abordé plusieurs sujets sur cette question, dont des questions aussi de féminisme, qui l'intéressent, mais aussi, évidemment, la question de l'éthologie, de l'éthique, plutôt de l'éthique végétale. Donc, et plus particulièrement du devenir plante, qui est l'objet de son intervention, d'ailleurs, ce soir. Elle a publié un texte dans la revue Chimère, un numéro spécial sur l'écosophie, numéro 76, où vous retrouverez donc une réflexion sur cette idée, ce concept du devenir plante qu'elle abordera ce soir. Donc elle va s'intéresser tout particulièrement à deux qualités du devenir plante, leur mode de communication et leur symétrie, et peut-être que je pourrais déjà commencer à lui poser une question, mais je pense que cette question va aussi s'adresser aux trois intervenants. Donc nous lui demanderons quelles seraient les incidences de cette éthique des plantes qu'elle met en lumière dans sa réflexion, dans une conception, une construction du paysage végétal. Y aurait-il aussi un ou des aspects des interbacées, pour reprendre votre terminologie, qui pourrait aussi nous aider à avoir une nouvelle pensée sans pour autant les domestiquer? Il y a plusieurs autres questions, peut-être j'en poserai une dernière. Est-il possible pour nous de penser plante? Voilà. Il y a un artiste, Louise Van Berger, qui essaie fortement de le faire, mais bon, on y reviendra. Voilà, merci. Bonsoir à tous déjà. Donc, je vais partir sur l'exposition qui s'appelait, que j'ai réalisée à la Maréchalerie en début d'année, qui s'appelait « Je cherche des parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés ». Donc cette phrase est en fait une phrase extraite du livre À rebours. Je me suis beaucoup intéressée à ce texte de Huysmans, donc qui date de 1850, si me semble. Non, un peu plus tard, c'est la fin du 19e siècle, parce qu'il contient en germe, si je peux dire, déjà beaucoup de choses qui sont très cohérentes par rapport à ma recherche et par rapport à ce que j'estime être le comportement humain vis-à-vis des plantes. Et en partant de cette phrase-là, je vais déjà articuler le propos par rapport donc à ce que c'est que la serre et repartir historiquement par un extrait. Déjà, je vais commencer par vous lire un extrait de ce roman de Huysmans, où le personnage donc, de Des Esseintes, qui est un dandy retiré dans sa maison, va se construire un univers clos dans lequel il ne veut plus sortir. Et il trouve à un moment donné des plantes, parce que c'est l'époque des plantes, je reviendrai ensuite. Depuis longtemps déjà, il méprisait la vulgaire plante qui s'épanouit sur les inventaires des marchés parisiens, dans des pots mouillés, sous de vertes bannes ou sous de rougeâtres parasols. En même temps que ses goûts littéraires, que ses préoccupations d'art s'étaient affinées, ne s'attachant plus qu'aux œuvres triées à l'étamine, distillées par des cerveaux tourmentés et subtils, en même temps aussi que sa lassitude des idées répandues s'était affirmée, son affection pour les fleurs s'était dégagée de tout résidu, de toute lie, s'était clarifiée en quelque sorte, rectifiée. Il assimilait volontiers le magasin d'un horticulteur à un microcosme où étaient présentées toutes les catégories de la société. Les fleurs pauvres et canailles, les fleurs de bouge, qui ne sont dans leur vrai milieu que lorsqu'elles reposent sur des rebords de mansarde. Les racines tassées dans des boîtes au lait et de vieilles terrines, la giroflée par exemple. Les fleurs prétentieuses, convenues, bêtes, dont la place est seulement dans des cache-pots de porcelaine peints par des jeunes filles, telles que la rose. Enfin, les fleurs de haute lignée, telles que les orchidées, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses. Les fleurs exotiques, exilées à Paris, au chaud, dans des palais de verre. Les princesses du règne végétal, vivant à l'écart, n'ayant plus rien de commun avec les plantes de la rue et les fleurs bourgeoises. Il réservait enfin, pour l'entière joie de ses yeux, les plantes distinguées, rares, venues de loin, entretenues avec des soins rusés, sous de faux équateurs produits par les souffles dosés des poils. Donc déjà dans ce texte, on a tout justement l'anthropomorphisation, la
vraiment on classe les fleurs en catégories sociales, il y a déjà vraiment tout ce rapport, comment on objective la plante, comment on la ramène vers soi. Et c'est pas innocent que Huysmans l'écrive à cette époque, parce qu'en fait c'est venu tout bêtement d'un progrès technique, c'est-à-dire que depuis tout temps, on a ramené d'expéditions des plantes, des graines au départ, puisque évidemment les expéditions étaient fort longues et qu'on ne pouvait jamais ramener de spécimens vivants, ou alors c'était vraiment exceptionnel. Et tout à coup, Nathaniel Ward a inventé des caisses de transport. Voilà, ça c'était un spécimen qui a été refait. Et tout à coup, on a pu ramener de ces expéditions longues des spécimens vivants. Et en même temps que s'est développé ces caisses de transport, s'est développé des progrès technologiques, c'est-à-dire l'architecture verre et métal, dont le Kew Garden est un très bon exemple donc, à Londres, c'est-à-dire que tout à coup se sont développés des serres. Et alors, un loisir qui était réservé aux princes ou à une certaine bourgeoisie, qui étaient les cabinets de curiosité, se sont progressivement transformés en quelque chose, c'est-à-dire que les cabinets de curiosité, c'était des collections de traces du vivant, mais qui étaient mortes. C'était des traces sèches, des ossements, des choses inidentifiables, parfois. Et là, tout à coup, on a pu développer des architectures à grand renfort justement de verre, de poils, d'artifices, pour ramener des spécimens vivants. Et à partir de ce moment-là, s'est développée une vraie mode de la serre. Donc on peut en retrouver aussi pas mal en Belgique, visiblement, et ça s'est étendu à la bourgeoisie aussi. Et la collection de curiosités est devenue une curiosité vivante, la plante. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans un essai qu'a écrit Céleste Olalkiaga qui s'appelle « Le royaume de l'artifice ». Les intérieurs eux-mêmes étaient destinés à abriter les objets du monde extérieur, afin de permettre leur contemplation en toute sécurité. L'immense production de la fin des années 1800 était conçue pour protéger, pour montrer, pour posséder. Ainsi, l'un des effets les plus spectaculaires de la popularisation du verre fut de permettre ce déracinement typique de la culture consumériste naissante. Fougères et anémones étaient retirées de leur milieu naturel, placées dans un habitat artificiel et soumises à la scopophilie implicite de toute exposition. Cette séparation des choses de leur contexte originel et de leur fonction initiale les transformait en marchandises, les rendant ainsi davantage soumises à la projection des désirs et des angoisses culturelles. Donc c'est vraiment tout ce contexte social qui m'intéresse aussi, moi, dans ma recherche contemporaine, parce que je pense que c'est effectivement des textes anciens, mais que c'est vraiment valable encore de nos jours, c'est-à-dire cette fascination pour un naturel qui, quelque part, nous effraie quand même et qu'on a besoin de ramener vers soi d'une manière ou d'une autre pour le digérer et pour le comprendre. C'est pas seulement qu'un fait économique, on manipule le vivant, on le sélectionne certes pour arriver à des fins économiques, les plus beaux légumes, les plus rentables, des choses comme ça, mais il y a, je pense aussi quelque part, quelque chose qui est lié directement à aussi une volonté de maîtrise propre. C'est l'homme démiurge, c'est vraiment ce qui intéresse l'homme et ce qui nous constitue tous aussi. Il y a quelque chose de cette volonté de maîtrise. Et c'est pour ça que la serre, et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée au cabinet de curiosité, là tout à coup on arrive sur une collection, sur un espace microcosme où l'artificiel est roi et en même temps qui maintient du vivant en vie. Et quelque part, le vivant s'adapte à cette nouvelle règle, ces nouvelles donnes données par l'être humain. Et donc voilà, ça c'est des exemples plutôt de sortes de terrarium où il y avait aussi effectivement un mélange avec des animaux et des plantes. L'installation que j'ai réalisée l'année dernière, en début d'année, à la Maréchalerie, donc reproduisait une serre, mais plutôt on va parler justement de l'évolution de la serre, c'est-à-dire qu'au départ c'était des serres qui reproduisaient des fausses natures avec des grottes à grand renfort de fausses rivières, de cascades, de béton, pour donner l'illusion à la personne qui se promenait à l'intérieur d'être dans une sorte de nature reconstituée. Mais c'est vrai que la serre s'est développée aussi pour des buts plus commerciaux et plus utilitaires. Et il y a eu des serres d'horticulteurs et on peut arriver jusqu'à maintenant des serres de reproduction de plantes, du clonage des plantes, de la culture hors sol, de tout ce que représente maintenant la serre d'une manière presque industrielle. On passe de l'objet de collection à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la grosse production, la production intensive. La serre que j'ai faite était plutôt une serre inversée, c'est-à-dire que les parois n'étaient pas du tout laissées transparentes pour laisser pénétrer la lumière du soleil, mais était plutôt quelque chose comme une lanterne magique où on voyait les ombres se découper des plantes
Et l'intérieur était très organisé, très rangé, très peu justement dans l'ordre d'un naturel reconstitué, mais plutôt de l'ordre d'une sorte de collectionneur systématique avec une lumière artificielle qui venait d'un éclairage qui reproduit les UV du soleil et des brumisateurs qui reproduisaient un peu l'atmosphère aussi un peu humide dont ont besoin ces plantes. Donc j'en viens aux plantes. Les plantes que j'ai employées dans cette exposition sont considérées comme des plantes exotiques. Alors exotique, le mot a été inventé apparemment pour justement désigner au départ les plantes qui venaient d'ailleurs. Donc c'est aussi lié au XVIIIe siècle. Et ces plantes exotiques, petit à petit, elles sont passées des intérieurs des nobles aux bourgeois pour finalement arriver dans les intérieurs de tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui se sont tellement adaptées à nos modes de vie que la forêt tropicale, pour les plantes qui sont issues de ces écosystèmes-là, on ne connaisse plus la forêt depuis bien longtemps, elles se sont carrément adaptées des atmosphères humides et chaudes qui reproduisaient quand même un tant soit peu leur écosystème naturel. Elles se sont adaptées aux appartements qui sont plutôt secs parfois, des choses qui sont vraiment sorties de leur contexte normal. Donc elles se sont adaptées, encore une fois, leurs descendants se sont adaptés à ces conditions-là. Et le fait est que ces plantes qui étaient extraordinaires, qui étaient des objets de curiosité, de collection, sont devenues, pour la majorité d'entre elles, des plantes banalisées. Maintenant, on les appelle plus des plantes exotiques, c'est souvent sous certaines rubriques qu'on appelle ça des plantes d'appartement. Moi, j'appelle ça des plantes de salle d'attente. Donc c'était vraiment, justement, le choix que j'ai fait des plantes dans cette collection, dans cette serre, c'était à dessein des plantes qu'on peut dire maintenant banales, alors qu'on a complètement oublié qu'elles viennent un peu des 4 continents et que les plantes originelles ont fait de grands voyages et c'est elles qui se sont adaptées à nous pour continuer à vivre selon nos conditions. Et on revient aussi à cette exotique et au fait que l'homme pense toujours que c'est lui c'est grâce à lui que tout ça arrive et que c'est une sorte de progrès. En fait, il y a quelque chose de très volontariste et que l'homme s'instruit encore en démiurge. Et qu'il faut donc que la nature est faible et qu'il faut donc l'améliorer. Et je reviens encore une fois à Des Esseintes qui dit... c'est Des Esseintes qui parle dans le roman Argo. Il est vrai que la plupart du temps, la nature est à elle seule incapable de procréer des espèces aussi malsaines et aussi perverses. Elle fournit la matière première, le germe et le sol, la matrice nourricière et les éléments de la plante que l'homme élève, modèle, peint, sculpte ensuite à sa guise. Si entêtée, si confuse, si bornée qu'elle soit, elle s'est enfin soumise, et son maître est parvenu à changer, par des réactions chimiques, les substances de la terre, à user de combinaisons longuement mûries, de croisements lentement apprêtés, à se servir de savantes boutures, de méthodiques greffes, et il lui fait maintenant pousser des fleurs de couleurs différentes sur la même branche, invente pour elle de nouveaux tons, modifie à son gré la forme séculaire de ses plantes, débrutit les blocs, termine les ébauches, les marques de son étampe, imprime son cachet d'art. Il n'y a pas à dire, l'homme peut en quelques années amener une sélection que la paresseuse nature ne peut jamais reproduire après les siècles. Décidément, par le temps qui court, les horticulteurs sont les seuls et vrais artistes. Donc voilà, je trouve qu'il y a un rapport assez étonnant aux OGM, à tout ce dont on peut entendre aujourd'hui. Et de toute façon, ce qu'on a toujours fait en horticulture et en culture, c'est-à-dire une sélection jusqu'à arriver à ce qu'on voulait précisément. Et moi, c'est vrai que c'était un point de départ que je trouvais extrêmement contemporain pour cette transformation des plantes. Donc en suivant les bons préceptes des Esseintes, j'ai eu l'idée, puisque la mode contemporaine, c'est plus l'horticulture, mais peut-être plus la chirurgie esthétique, je me suis dit que j'allais essayer moi aussi de faire une sorte de chirurgie esthétique sur les plantes. Donc j'ai inventé le terme phyloplastie, donc du grec ancien feuille, phylon, et plastie, comme on peut dire mammoplastie, rhinoplastie, donc chirurgie, une sorte de chirurgie réparatrice. L'idée était effectivement de m'attaquer de manière assez sauvage à des plantes,
Alors soit en leur collant des choses bien sûr artificielles, parce que bon, souvent voilà, la chirurgie esthétique est à grands coups de prothèses synthétiques, et puis aussi se rapprocher peut-être de l'univers du cosmétique, un peu girly, faux ongles, voilà, rajout, extension. Et ce qui est étonnant, c'est que je pense que les plantes que j'ai choisies sont voilà, des collections de plantes qu'on trouve très couramment dans les jardineries et qui sont très adaptées à des attaques. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être que j'ai peut-être en train de dire plus, mais elles sont, je pense qu'elles arrivent à se réparer très vite, c'est-à-dire que j'ai pu les coudre parce que j'ai collé, mais j'ai pas que collé, j'ai aussi cousu les feuilles et les plantes survivent complètement à ces attaques décoratives, absolument superflues et barbares. Donc c'était ça qui m'intéressait, c'était de voir aussi qu'on arrivait à générer une plante transformée avec du synthétique, mais qui continuait à vivre sa vie de plante, même transformée. Sergio Dalla Bernardina, il parlait de xénogreffe, justement, une sorte de greffe comme ça un peu étrangère. Donc ça, c'était des plantes que j'ai réalisées avant l'installation en phyloplastie. C'était des boucles d'oreilles. Ce qui m'avait intéressé dans l'intervention à la maraîchalerie, c'est aussi qu'il y ait une confusion avec ce que pourrait produire naturellement une plante et ce qui pourrait être aussi une extension artificielle. Parce que voilà, il y a des choses qui peuvent formellement faire penser à des formes extravagantes qu'on peut trouver dans la nature. Et pour ajouter au parcours de cette espèce de serre d'un botaniste chirurgien, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'exploiter cette confusion entre le naturel et l'artificiel. Puisqu'il y avait une sorte de confusion visuelle sur les plantes, j'ai voulu aussi travailler les odeurs. C'est-à-dire que ces plantes dont on ne sait plus vraiment leur origine, c'est aussi quelque part ces plantes redevenues bananes, leur reprocurer un exotisme qui serait venu de l'humain cette fois-ci. C'est-à-dire que ces plantes exotiques redevenues banales redeviendraient des objets de curiosité ainsi transformés. Et pour ajouter à cet artificiel, j'ai voulu travailler avec les odeurs, parce qu'on peut imaginer que ces plantes, du coup, dans un univers relativement aseptisé comme a été l'espace de la serre, ce qui m'intéressait, c'était de reproduire des odeurs, comme si ces plantes-là, de toute façon, n'avaient plus d'odeur non plus, et qu'il fallait aussi recréer la lumière du soleil et recréer une atmosphère. Donc j'ai travaillé avec un parfumeur, enfin, c'est une femme qui s'appelle Alénore Massenet, et je lui ai posé une règle du jeu assez stricte qu'elle a eu la gentillesse de bien vouloir, enfin c'était un vrai travail. C'est-à-dire qu'il y avait une atmosphère odorante à l'extérieur de la serre, donc au sein de la maraîchalerie mais pas dans la serre, qui était une odeur d'eau, de sous-bois, enfin de sous-bois végétal. Et à l'intérieur de la serre, il y avait une odeur assez désagréable, donc on peut dire que la première odeur était assez agréable, et à l'intérieur de la serre, l'endroit où il y avait des végétaux, c'était un mélange entre le cheveu sale et le plastique. C'était un peu un salon de coiffure en fin de journée. Enfin, c'est pas très sympathique. Et ce qui s'est pas... En fait, le code était plus compliqué que ça, c'est-à-dire que l'odeur qui était diffusée par des diffuseurs d'odeur, l'odeur qui sentait bon, on va dire, qui était de sous-bois extérieur, était composée à 100% de molécules artificielles. Et l'odeur à l'intérieur qui sentait mauvais était composée à 100% de molécules naturelles issues de plantes. Donc voilà, on revenait un petit peu aussi sur des codes un peu comme ça, ce qui est naturel est bon, donc sent bon, et il y avait aussi quelque chose d'un peu moins évident comme ça dans les schémas qui m'intéressaient, et qui faisait un environnement total qui refaisait encore écho à des essaims qui comme ça s'amusaient à construire des lieux complètement, complets. Encore quelques photos donc ça de l'installation de la maraîchalerie. Donc il y avait plus de 300 plantes, j'ai aussi joué sur la profusion, très peu d'espèces mais beaucoup de plantes. Je vais vous montrer maintenant un extrait justement d'acclimatation. Acclimatation est donc un film que j'ai réalisé au tout début des premiers tests de phyloplastie.
Donc j'avais déjà cette idée du personnage comme ça, d'Andy reclus à la Désessinte, et je me suis aussi basée sur la vie d'un explorateur qui s'appelait Charles Poncet de Brétigny, et qui est en fait la personne qui était à la tête de la Compagnie de Rouen, et qui est un des premiers à avoir tenté de coloniser la Guyane. Sauf que ça s'est très très mal passé parce qu'il a embarqué quelques volontaires en leur prédisant un paradis absolument extraordinaire, et qui sont tombés sur la forêt équatoriale qu'il ne connaissait pas du tout évidemment, et que ça a très mal tourné parce que lui a fini fou, c'était un despote terrible, il a terminé assassiné par un Indien dans la forêt parce que plus personne ne pouvait le supporter. Et ce personnage assez terrible m'a inspiré justement l'idée d'une histoire qui se déroulerait au sein d'une serre de Rouen. Donc c'est la serre qu'on voit sur ces images, c'est la serre botanique de Rouen. Et j'ai imaginé que quelque part tous les spécimens qui étaient présents dans cette serre étaient peut-être les descendants directs des premiers spécimens de plantes ramenés de Guyane, et que quelque part les hommes avaient des comptes à rendre, les plantes avaient des comptes à rendre aux hommes à ce sujet. Et donc ce personnage de Dandy solitaire vit dans cette serre en autarcie totale, mais ce qu'il aime, c'est justement maîtriser la nature, la transformer, et donc toute la nuit il fait plutôt des cauchemars de forêt vierge, parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que cette nature-là est effrayante. La nature non méprisée garde une part vraiment de quelque chose de vraiment d'ancestral qui fait peur. Et bien sûr, c'est un savant fou, donc il essaye de faire des expériences de mutation, c'est-à-dire qu'il s'injecte lui-même des plantes, de la sève des plantes. Enfin, il mélange sa propre sève à celle des plantes, et il tente de faire des mutations assez étranges.
Ouais, je vous ai sélectionné un petit extrait, le film dure beaucoup plus longtemps normalement, mais voilà. C'était plutôt pour illustrer cette idée voilà, de la plante aussi qui soigne, la plante menace, la plante aussi avec laquelle on a envie quand même de communiquer et de se mélanger. Donc il y a toute cette ambiguïté dans ce personnage. Toutes ces plantes que j'ai travaillées, quelque part, j'ai inversé le terme botanique, donc Lorraine en parlait tout à l'heure, de plantes colonisatrices en plantes colonisées. C'est-à-dire qu'on vraiment on l'adapte à notre mode de vie, on la transforme selon notre bon vouloir. Et je suis revenue pour une recherche actuelle sur plutôt justement le terme de plante colonisatrice. Et en faisant des recherches bêtes sur Internet sur ce qu'était une plante colonisatrice, je suis tombée sur des textes assez édifiants dont le vocabulaire d'exclusion est assez terrible. On se demande de quoi il parle. Enfin, c'est le végétal vraiment est l'ennemi. Enfin, c'est assez terrible. Et ça m'a donné envie de faire, avant de faire la recherche actuelle, de faire un petit film sur une plante classique colonisatrice qu'on trouve assez partout couramment, qui s'appelle la vargeade du Canada. Donc une plante qui pousse un peu partout dans les villes comme dans les campagnes. Et je me suis dit que vu le vocabulaire qu'on employait, le mieux était d'être assez clair et de faire carrément une vraie reconduite à la frontière de la plante. Et le texte que je lis en même temps est donc un texte que j'ai trouvé sur Internet qui parle des plantes colonisatrices. J'ai l'écran qui s'affiche. Les comportements négligents conduisent aux introductions involontaires, communément appelées accidents. Ces derniers représentent en ce moment la majorité des invasions réussies. La liste des 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde nous montre qu'il existe des variétés d'espèces qui ont d'incroyables capacités, non seulement pour voyager de manière ingénieuse, mais également pour s'établir, prospérer et dominer dans d'autres milieux. À travers le monde, les initiatives qui contribuent au développement de procédures pour une meilleure gestion et à une réduction des incidences des invasions biologiques se développent de plus en plus. Plus la prise de conscience se développe, plus les peuples et les communautés seront capables de faire des choix avertis qui auront des effets durables sur leurs descendants. La mission du groupe de spécialistes des espèces invasives est de réduire les menaces qui pèsent sur les écosystèmes et sur les espèces indigènes qu'ils comportent, en renforçant la sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes et les méthodes pour éviter leur introduction, pour les contrôler ou les éradiquer. Cette liste est destinée à stimuler la prise de conscience et à montrer également la complexité fascinante et les terribles conséquences des espèces exotiques envahissantes.
sur les jardins mobiles qui nous permettraient de... En parlant des plantes invasives, je me suis intéressée à une plante qui s'appelle la Chromoleana odorata, qui vient d'Amérique latine et qui a voyagé souvent grâce aux hommes par erreur, et qui s'est implantée dans pas mal de pays tropicaux, enfin un climat tropical, et notamment au Laos, où elle est assez courante dans les rizières. Et je me suis intéressée à une migration de gens, cette fois-ci d'êtres humains, c'est-à-dire les Hmong, justement, qui sont venus dans les années 75, à partir de 1975-76, qui ont migré notamment en France et aux États-Unis suite à l'arrivée au pouvoir des communistes, et qui étaient souvent c'était un peuple montagnard et qui souvent pratiquait une agriculture vivrière, et qui ont été placés par le gouvernement français de l'époque dans des aires agricoles français, notamment donc en France métropolitaine et aussi en Guyane, parce qu'à l'époque la Guyane importait 80% de ses fruits et légumes. Et il s'avère qu'en région centre où j'habite, il y a une communauté Hmong assez importante, et j'ai eu envie de parler de leur migration et de leur histoire, mais au travers du jardin et du jardinage. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand on rentre dans leur jardin, alors les jardins que j'ai visités, c'est vraiment de la culture vivrière pour leurs besoins de cuisine. Et on est en pleine région centre, donc dans le Cher, et c'est une culture vraiment de plantes qu'ils utilisent traditionnellement. Donc c'est des plantes laotiennes, il y a aussi du maïs, mais beaucoup de plantes, des aubergines blanches, de la citronnelle, beaucoup de plantes justement complètement exotiques pour nous, et c'est assez étonnant de se retrouver comme ça dans une espèce de climat très particulier alors qu'on est en pleine campagne française. Et ce qui m'intéressait avec ça, c'était justement en ayant vraiment une conversation tout à fait, on va dire, anodine. Je visite leur jardin, je leur pose des questions sur les plantes. On arrive très vite au nom Hmong, au nom français, est-ce que c'est un nom français, d'où ça vient. Eux font venir beaucoup les graines justement du Laos. Il y a aussi du maïs, il y a des tomates. Et tout à coup, on arrive très vite à leur histoire à eux, c'est-à-dire que très vite, ils parlent en fait de leur migration. Et donc là, tout à coup, je vais croiser dans un travail de film, justement, le parcours de ces gens-là, donc qui sont venus du Laos, de cette communauté qui est venue du Laos jusque en France métropolitaine et en Guyane, parce que je vais aller aussi en Guyane effectuer le même travail. Et le parcours quelque part inverse d'une plante qu'on dit invasive, qui est donc cette Chromoleana odorata, qui elle est venue d'Amérique latine et qui est arrivée au Laos. Il faut savoir que cette plante est accueillie de manière très très diverse selon les pays où elle est arrivée, et selon aussi les ingénieurs qui se préoccupent de cette plante. Elle est considérée comme une peste végétale, donc soit comme une alliée contre la déforestation, contre les incendies de forêt. Et pour les Hmong, moi que j'ai interrogé, eux c'est une plante qu'ils trouvent très belle, donc ils n'arrachent jamais, parce qu'en plus elle fleurit au moment du nouvel an Hmong. Donc au contraire, pour eux c'est une plante qui n'a pas de fonction particulière, mais qui est simplement très belle à regarder. Voilà. Merci. Il y a aussi, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Il y a souvent dans votre travail une alliance entre le réel et la fiction. C'est-à-dire qu'on voit, vos films s'inspirent de personnages réels. Vous avez parlé de Charles Poncet de Bretigny. On pourrait aussi citer dans vos philoplasties la comtesse de Bourville. Oui. Donc, voilà, donc, dans votre travail à Chaumont-sur-Loire, etc. Il y a quelque chose aussi donc, qui oscille toujours entre ces deux pôles. Bien, disons que, oui, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain dans son comportement. Et en même temps, moi, je ne suis pas scientifique, je ne me bâtis pas de théorie, mais ce qui m'intéresse, c'est que on peut justement trouver une accroche de communication avec les gens en développant des mondes parallèles, parce que c'est plus simple de parler de soi, je pense, en l'abordant peut-être pas frontalement, mais plutôt en l'abordant d'une manière peut-être décalée, un peu poétique. Et je pense que cette approche-là permet justement de parler de ces choses-là peut-être d'une manière plus douce ou plus drôle, et moi me permet d'aborder ces sujets-là. Après, quelque part, souvent on voit plutôt d'abord l'œuvre, et ensuite, là c'est vrai que c'est un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on a un peu le déroulé, l'explication de mon procédé, mais en départ on voit plutôt les œuvres. Et j'étais d'ailleurs assez étonnée, l'année dernière à la Maréchalerie, les gens avaient rapidement comprenaient tout ce qu'il y avait de
d'assez étrange et mais basé sur des choses voilà, du réel, tout de suite en rentrant dans l'espace, dans l'environnement. Évidemment, ce questionnement sur la colonisation du vivant, donc à partir d'une figure d'une autre époque, hein, du scientifique, ouais. Donc c'est évidemment pour nous permettre de réfléchir sur le vivant aujourd'hui. Oui, complètement. Je pense que c'était pas l'idée n'est pas du tout de revenir sur voilà, sur l'histoire, mais plutôt de voir que quelque part ça fait longtemps que c'est ancré dans les mentalités et que c'est le moment de s'interroger. Et je mentionnais aussi ce rapprochement dans votre travail depuis le tout début, donc vos intérêts pour les sciences naturelles, sur la colonisation du corps. Donc je pense au rapprochement que vous avez fait, par exemple, dans une pièce comme Corset de respiration en 1999, où il y avait quelque chose de l'organisme corallien qui était greffé au corps. Ce sont des préoccupations, ou les parures aussi, donc de séduction des animaux. Vous avez aussi travaillé avec, vous avez fait donc, des habits de parade en 2001 aussi, donc c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans vos philoplasties. Oui, c'est vrai que tout ce qui était orthèse m'intéressait, tout ce qui était extension du corps pour lui permettre de nouvelles fonctionnalités, ça a toujours été un point de départ très important. Et justement, quand vous parlez de cette pièce sur le corail, c'était quelque chose parce que c'est aussi pas innocent que je l'ai mis en cette anémone qui est en introduction de générique de Reconduite à la frontière, c'est que ce sont des organismes vivants qu'on n'a jamais trop su bien classer pendant longtemps. On les a mis dans le règne du végétal, après dans le règne de l'animal, tout ce qui était de l'ordre du corail ou des anémones. Et ces intermédiaires comme ça m'intéressent beaucoup parce que justement on a du mal en tant qu'être humain à les nommer. Après avec les brevets de la science bien sûr c'est arrivé, mais il y a quelque chose dans l'imaginaire comme ça qui reste de choses incertaines. Merci. Je ne sais pas si vous avez... peut-être passer à M. Il y aura peut-être évidemment un questionnement qui viendra avec l'intervention, suite à l'intervention de Carrel, particulièrement sur l'environnement olfactif. Mais... Oui, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, en particulier des plantes vagabondes et du brassage planétaire et des reconduites à la frontière, des éventuelles reconduites à la frontière. Incroyable. Alors, il fallait, on peut laisser la lumière, peut-être. Je ne sais pas si vous pouvez. Oui. Voilà. Donc j'ai prévu le sujet qui aujourd'hui s'appelle paysage végétal. Pour moi, alors évidemment, je commence par cette image-là. Pour moi, est une drôle de question parce que d'abord, je veux définir pour vous ce que je crois être le paysage, comment je vois la question. Et végétal, qu'est-ce que ça signifie dans ce cas-là? Parce que je suis paysagiste. Je suis paysagiste, nous sommes plus jardinier, cela dit, mais parce que je mets les mains dans la terre et que j'ai un jardin, mais je suis paysagiste. Donc, paysage, je disais tout à l'heure à des étudiants de l'école de Versailles, que c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Par exemple, ici, nous sommes dans un paysage. Il s'agit donc de quelque chose qui touche toutes les dimensions de ce qui se trouve sous cette étendue-là. Et si par hasard nous n'avons pas le sens de la vue, c'est ce qui se trouve pour moi sous l'étendue de tous les autres sens. Par conséquent, c'est quelque chose qui atteint notre subjectivité de façon très profonde. Et un paysage n'est pas nécessairement végétal. Un paysage peut être construit de béton, de bois mort, de toutes sortes de matériaux inertes. Mais évidemment, on l'entend très souvent avec le discours et la vision des paysagistes qui étaient des peintres à l'origine. Il y avait des gens qui peignaient quelque chose, il y avait des arbres, toute une vision animée par une conception romantique de la nature, avec donc des végétaux vivants très présents. Le jardinier est celui qui, de toute façon, lui, ne peut pas faire autrement que travailler avec le vivant. Sinon, il n'intervient pas. Or, le jardinier est quelqu'un qui dialogue constamment avec des êtres qui ne cessent de se transformer dans le temps. Il n'est pas en rapport direct avec l'architecture, même si son jardin, il le construit. Le paysagiste n'est pas obligé de faire appel au vivant, le jardinier, lui, toujours. Il se trouve que moi, dans ma progression, j'ai
j'ai abordé et j'ai privilégié le vivant en estimant qu'il était la chose la plus importante à protéger au cœur du jardin. Historiquement, le jardin, par définition, est un lieu qui est un lieu clos, protecteur et qui met en scène le meilleur, le plus urgent à protéger, ce que l'on a le plus important à dire. Et stylistiquement, il change énormément en fonction de ce que l'on a à dire, parce qu'on n'a pas toujours la même idée du meilleur au fil des siècles. Et ce que je ai dit être le plus important ou le meilleur aujourd'hui, c'est ce qui est un petit peu, d'une certaine façon, vient d'être abordé dans l'exposé précédent, c'est la diversité, c'est la vie, parce qu'elle est menacée, parce qu'elle nous semble être en grande difficulté. Et l'expression de cette vie, elle est évidemment à travers la diversité. Donc c'est pour moi la question du paysage végétal, elle renvoie au jardin, et elle renvoie à la protection de la vie. Ce que je vais montrer là, c'est plutôt, je ne savais pas très bien comment construire cet exposé, parce que 20 minutes, c'est court, et je vais montrer quelques images qui sont au fond une entrée progressive dans la question végétale vue à travers des dimensions paysagères, mais au fond finalement plutôt biologique, et c'est plutôt la question de la vie, comme je vous disais, qui m'intéresse. Voilà une image qui est prise dans un désert. Et à ma connaissance, il n'existe pas de désert dans le monde privé de vie, à part un petit cœur de désert dans le nord de l'Atacama au Chili. Partout ailleurs, on y trouve de la vie. Là, nous sommes au sud de la dune de Tinfou, sud du Maroc, au nord de la Mauritanie, au bord d'un désert immense, le Sahara. Et j'ai trouvé cette figure intéressante. Quelqu'un était venu peut-être pour dormir ou prier, je ne sais pas. Enfin, il y avait eu là un passage qui était un homme sans doute qui a laissé sa trace. Mais ce paysage, qui apparemment n'est pas un paysage végétal, est un paysage de mémoire végétale. C'est-à-dire que là se trouve non seulement un passé où il y a eu des espèces, mais se trouve aussi actuellement des espèces qui vivent et que l'on ne voit pas. Et s'il venait une pluie, il deviendrait vert instantanément. Il est plein de graines, plein de semences qui dorment. Donc on est dans un paysage de silence, mais de vie. C'est évidemment quelque chose qui est saisissant quand on nous dit, ben, vous allez voir tous les 20 ans ou tous les 30 ans, dans le désert de californien X ou un autre, ça fleurit. On nous appelle, moi malheureusement j'ai pas eu la chance d'aller plus, mais c'était trop court parce que ça fleurit 20 jours, et ça fait des graines, ça disparaît et ça attend. La graine est un organisme d'une extraordinaire capacité de résilience, de vie, de possibilité de revivre dans les conditions les plus merveilleuses, les plus optimum pour elle, et donc c'est un phénomène assez merveilleux, ce qui aboutit à la notion de résilience, vous savez, comme j'en disais, et donc de quelque chose qui résiste un peu à tout. Alors, j'appelle tout ça, moi, le génie naturel. Le génie naturel, c'est la capacité des espèces. Alors, c'est tout le contraire du discours qu'on a entendu tout à l'heure. C'est évidemment toute l'intelligence naturelle. Le mot intelligence, c'est peut-être pas exactement celui qui convient. Moi, je dis génie, voilà. Qui permet aux espèces de retomber sur leurs pieds et de réinventer. Ça, c'est un paysage chilien. Je cherchais des espèces moi-même dans le Chili pour faire un jardin en France sur le thème du biome méditerranéen, et j'étais passé par la vallée d'Elqui, et quand on voit ça, on est dans un paysage extrêmement minéral de loin, mais quand on s'approche de près, on a énormément d'espèces qui sont très peu visibles, mais qui quand même ont des feuillages, quand même sont présentes, ne sont pas plus grosses que les pierres. Il y en a certaines qui s'enterrent d'ailleurs volontairement, il y en a d'autres qui se laissent recouvrir par des éboulis rocheux, qui sont conditionnés par être, et qui sont tellement habitués à la mécanique de l'éboulement qu'ils sont rendus tributaires de cette mécanique-là. Enfin, c'est un paysage végétal, ce que vous voyez là aussi. Mais enfin, on peut arriver quand même à voir des plantes, vraiment, c'est-à-dire sans aller chercher un microscope pour trouver des graines minuscules. Et si je montre ces photos-là, c'est parce que, et tout à l'heure, cette vision encore a été faite,
c'est insensé, il y a une plante d'une banalité devenue, d'une banalité chez nous, chez nous, les Brianco. Elle est là dans les conditions de sa vie. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud, en Namibie. Je cherchais là aussi des plantes étonnantes, j'en ai trouvé quelques-unes, et aussi très banales comme celle-ci. Mais voilà les conditions de la vie du Sansevieria, et ce n'est pas du tout celle que l'on connaît chez nous. On les met dans nos appartements, dans des conditions de confort. Leur amplitude biologique leur permet effectivement de résister à nos conditions de vie qui ne sont pas forcément les leurs à l'origine. Ça donne ces paysages-là, assez monospécifiques, apparemment assez pauvres. Ça, c'est un aloe, une des 150 espèces d'aloe, qui vit, elle, dans les conditions les plus dures des zones subdésertiques en Namibie. En Afrique du Sud, il y a toutes ces espèces-là. Donc ça donne des paysages végétaux marqués par une dominance minérale, mais quand même une présence forte, y compris de végétaux qui s'exposent, c'est-à-dire des arbres grands, comme ceux-là,